Règlement sur toyota.fr. Le Grand Matin Sud Radio. Le duel politique. 8h45, merci d'être avec nous. C'est le Grand Matin Sud Radio. C'est surtout l'heure du duel entre Natacha Polony et Philippe Bilger. Oui, bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, Emmanuel Macron a voulu personnaliser la campagne des Européennes, puisque hier, il a dit « Je vais mettre toute mon énergie, pas forcément pour gagner, pour l'Europe, mais pour faire barrage au Rassemblement national ». Qu'est-ce que ça vous inspire, Natacha Polony ? L'image que j'ai immédiatement en tête, c'est, vous voyez, une énorme ficelle bien épaisse, bien grosse. Ouais. Non, mais on nous l'a déjà fait le coup. Parce que qu'un président s'implique dans une campagne, ça n'est pas nouveau. C'est gênant, mais d'autres l'ont fait avant. Là, simplement, ce qui apparaît comme vraiment frappant, c'est l'instrumentalisation jusqu'au bout du Rassemblement national comme épouvantail. Ce qui a marché pendant la campagne présidentielle et qui permet à Emmanuel Macron aujourd'hui, de fait, d'apparaître comme le seul rempart, le seul qui est là pour empêcher, etc. Sauf que ça ne fait pas un programme, ça ne fait pas une popularité, ça ne fait pas une capacité à rassembler la France. Et je pense que cet argument ne marchera pas toujours et qu'il devrait mieux l'éviter parce que l'utilisation même de cet argument devient au bout d'un moment contre-productif et démontre qu'il n'y a pas de possibilité autre que cela de se maintenir au pouvoir. L'investissement du président de la République dans la campagne européenne, comme Natacha vient de le dire, n'est pas totalement nouveau. À ce point-là, tout de même, ostensiblement affiché, ça devient très préoccupant et ça rejoint quelque chose que j'ai toujours détesté dans la politique française, c'est-à-dire que pour le meilleur, mais surtout pour le pire, le Front National ou le Rassemblement National depuis quelque temps devient au fond la boussole, le gouvernail à partir desquels on doit penser agir. Nathalie Loiseau, avant son déclin, avait dit en effet « Je suis le meilleur... » Son déclin, pourquoi ? Parce qu'elle est en déclin ? On peut pas dire... Tu peux. On peut pas dire que ce soit fulgurant. Non, mais bon, elle est toujours... elle est tête de liste. Tête de liste, et puis le parti est toujours plus ou moins en tête, quoi. Il a été doublé par le Rassemblement National, là il revient à égalité. Je dis... À tort ou à raison. Non, mais parce que vous avez dit le déclin c'est fort. L'humus ne paraît pas bouleversant de nouveautés ni d'éclat. Donc, le danger d'Emmanuel Macron s'investissant, c'est d'abord, comme l'a dit Natacha, c'est que ça montre à quel point il prend des risques personnels. Ensuite, ça fait disparaître l'intérêt d'une cause européenne déjà largement battue en brèche. Et s'il est battu, si la liste En Marche est en seconde place, eh bien, je crois que ce sera en effet sa défaite personnelle. Oui. Mais au-delà de cela, c'est un problème d'ailleurs qui se joue aussi à l'échelle européenne, dans le sens où Emmanuel Macron, souvenez-vous, au mois de septembre-octobre, nous faisait le coup de lui contre Orban, Salvini, les méchants populistes. Ce qui était déjà une vision éminemment réductrice de l'Europe. C'est-à-dire que je pense qu'au contraire, tout l'enjeu, aussi bien sur la politique européenne que sur la politique française, c'est de sortir de cette vision binaire, de cette opposition totalement mortifère, pour imaginer d'autres solutions. Nous voyons bien qu'aujourd'hui, les Français ont l'impression que la politique qui est menée, qu'elle soit à l'échelle française, encore une fois, ou à l'échelle européenne, les ruine, est en train de détruire, de paupériser les classes moyennes, ne permet pas de réindustrialiser, passe à côté de tous les problèmes, et on leur explique, vous devez voter pour ça parce que sinon vous aurez le chaos. Mais c'est calamiteux, ça veut dire qu'un jour, ils se diront qu'après tout, le chaos n'est peut-être pas pire que ce qu'ils ont. Donc ça veut dire que cette idée que cette politique-là serait le rempart contre les populistes est une idée fausse. Au contraire, c'est un tremplin pour les populistes. Donc il faut, contre cette espèce de vision en noir et blanc, proposer tout simplement des solutions, c'est-à-dire expliquer en quoi l'Union européenne pourrait protéger, en quoi elle pourrait se modifier ou pas, mais débattre du fond. Ah bah non mais ça, il l'a évoqué, puis c'est dans le programme. Non, quoi, mais même si c'est dans le programme, vous voulez dire dans le programme, dans le programme de la République En Marche. Oui, voilà, le truc est quand même très très récent. Pardon. Tardivement, hier. Mais comme pendant la campagne des présidentielles, d'ailleurs. De toute manière, Patrick, moi je trouve que longtemps l'espèce de condescendance, voire de
de mépris qu'on avait avec ces populismes qui tout de même avaient été élus démocratiquement a été totalement contre-productif. Il est extrêmement difficile pour un pouvoir en place de faire une synthèse entre une vision qu'on peut approuver de l'Europe et de son esprit, et en même temps ce qui surgit de la part de certains peuples comme une sorte de constat totalement négatif. C'est ça qu'on aurait demandé à Emmanuel Macron ou à sa liste En Marche. Mais je crains que... qu'on soit enfermé dans un étau où évidemment les deux conceptions les plus caricaturales de l'Europe sont en tête, parce qu'elles offrent à l'électeur de quoi s'indigner ou de quoi approuver. Le reste est derrière, quoi. Oui, et du coup, ça deviendra, c'est ce que dit Marine Le Pen, une forme de référendum. C'est clair. Comme toujours. Oui, de toute façon, les élections européennes, on le sait, hélas, mobilisent peu les citoyens qui ne voient pas bien l'intérêt d'aller voter. Et de toute façon, on ne peut pas tellement leur en vouloir. Regardez, on leur demande de voter pour un Parlement européen dont on sait que de toute façon, ce n'est pas lui qui va choisir et qui va mener les politiques. Il est utile, ce Parlement. Il a réussi certaines choses. Par exemple, l'interdiction de choses comme la pêche électrique, les choses comme ça. Ça a l'air anecdotique, c'est important. Mais dans la vie concrète des Français, dans la vie concrète des citoyens, c'est pas ça le problème. Et ce qui se joue en Union européenne, c'est le rapport de force entre des États-nations, notamment la capacité de la France à s'imposer face à l'Allemagne qui aujourd'hui a conquis à peu près tous les postes clés, tous les postes essentiels dans les institutions européennes. Donc c'est pas l'élection au Parlement européen qui va changer cela. Les gens le savent. Bon, c'est dommage, encore une fois, parce qu'il y a des politiques à mener au niveau du Parlement. Enfin, pardon, faut pas se faire d'illusions, quoi. C'est pas là que ça va changer la vie des Français. Au fond, le grand risque pour les élections européennes, comme parfois la politique nationale, c'est que une sorte de morosité, découragement saisisse le citoyen et qui se disent de toute manière, il n'y a rien à faire. Il y avait un rêve européen, eh bien on ne le retrouvera pas et en effet, on tombe dans une sorte de prosaïsme un peu délétère où toutes les listes, sans exception, ne donnent pas l'impression d'être prêtes à épouser à nouveau le rêve européen. Non mais cela dit, c'est aussi parce qu'on a quand même un bal des hypocrites absolument extraordinaire. Regardez, je prends l'exemple des Républicains. François-Xavier Bellamy est très sympathique. Il explique qu'il faut changer l'Europe, qu'il faut mettre un peu de protectionnisme, etc. Enfin, il se présente sous les couleurs d'un parti politique qui a signé tous les traités, qui a tout accepté, en particulier les traités de libre-échange. Donc, je veux bien que ces gens-là aient changé et découvert la Lune tout à coup. On a besoin de preuves. Même Nathalie Loiseau, aujourd'hui, nous explique qu'il faut une Europe qui protège. Mais laquelle ? Ça fait 30 ans qu'ils nous la promettent, l'Europe qui protège. La question cruciale à laquelle les citoyens n'ont pas encore de réponse, c'est est-ce que cette Union européenne peut être réformée dans le cadre des traités actuels ? Est-ce qu'il faut changer les traités ? Et est-ce qu'on peut changer les traités ? Ces trois questions différentes, elles sont fondamentales. Les visions dégagistes ne font pas un grand score, mais sont cohérentes quand on les écoute. Un Asselineau, c'est discutable, mais il peut toucher certains esprits, parce que... Bon, pour l'instant, il touche à 1% dans les intentions. Il est très bas, mais n'empêche que dans le jusqu'au boutisme, il y a quelque chose qui peut se dire... Cela dit, pour terminer, c'est vrai que, y compris comme les législatives, on se dit parfois, à quoi ça sert d'envoyer des députés ou des sénateurs, puisque ce sont avant tout des chambres d'enregistrement. Dans l'actualité, et ça peut être le cas au niveau européen, il y a des faits qui nous rappellent que non. Exemple, le référendum d'initiative partagée qui pourrait avoir lieu sur la privatisation des aéroports de Paris, qui est une initiative de parlementaires, montre que finalement, non, ils peuvent compter quand même dans le débat. Et on peut avoir la même chose peut-être au niveau européen. Si on a des forces qui s'allient, non ? On n'y est pas encore. Non, on n'y est pas encore. On y arrive. Mais c'est très bon. Il n'y aurait jamais eu ce référendum d'initiative partagée s'il n'y avait pas eu la crise des Gilets jaunes. C'est-à-dire que quand à un moment, des populations, des citoyens se mobilisent, ça fait bouger les choses. Ces mêmes parlementaires ont voté, tous ont accepté toutes les privatisations, celle des autoroutes qui est scandale sans nom. Là, ils étaient prêts à accepter la privatisation d'ADP. Il se trouve qu'il y a eu une crise majeure et que sur tous les ronds-points, la question des autoroutes était au cœur des discussions. Heureusement. L'avantage d'avoir refusé le RIP pour le président, c'est qu'il a amélioré le RIP.
C'est au moins ça. Voilà. Merci à tous les deux. Natacha Polony en une de Marianne ce week-end. Mais en une de Marianne, un petit quiz pour savoir justement de quel candidat, de quelle liste, de quelles idées européennes vous êtes le plus proche. C'est amusant. Et on peut se faire un mapping. Vous faites aussi sur le site le test. Et là, vous avez votre pourcentage de proximité avec les différents candidats aux européennes. On va jouer avec Cécile. C'est mieux que Mythique. Hein. Exactement. Et à propos de Mythique, si vous voulez rencontrer quelqu'un, si vous voulez rencontrer Philippe Bilger. Voilà, vous allez au festival de Simenon. Personne. Non, mais dites pas ça, vous êtes un sexe symbole. C'est la 20e édition du festival Simenon. Ça se tient au Sable d'Olonne, en bord de mer. Voilà. C'est une fantastique station balnéaire de Vendée. Vous y serez, Philippe? C'est de quand à quand? Alors, il y a le festival et donc ensuite, il y a le jury littéraire des Sables d'Olonne et c'est du 23 au 26 mai. Et je peux dire, pour y aller chaque année, que c'est remarquablement organisé, convivial, intéressant. Ça ne refuse pas l'intelligence, mais ça accepte le plaisir. Vous pouvez aller à ces quelques conférences. Pour ça, vous invitez du monde, Philippe. Oui, mais bien sûr, la personne qui gagnera aura droit à 3 nuits dans un hôtel tout à fait... Non, non, vous voulez me faire avoir des ennuis. C'est un lit garni. Et donc, petit déjeuner compris. Voilà. Donc, sachez que le festival, il y aura des projections de films. C'est une fête populaire à la base, avec des expositions, des conférences. Il y aura des policiers, des magistrats, des spécialistes du terrorisme et du renseignement. Voilà, vous voulez, c'est le festival de Simenon, 20e édition, 23 au 26, avec Philippe Bilger. Et on parlera beaucoup de Simenon. Et on parlera beaucoup de Simenon. Non, mais je veux dire de manière tout à fait et puis surtout, les gens qui vont gagner, qui vont appeler là, 0826 300 300, vous pouvez avoir un week-end aussi assez sympa quand même, à l'œil, du coup, au Sable d'Olonne. Il y a les œuvres complètes de Simenon qui sont republiées parce que c'est l'anniversaire de sa mort. C'est absolument magistral. Non, mais ça, absolument. Voilà. C'est parti. Et on est content. 0826 300 300, passer 3 jours 3 nuits avec Philippe Bilger au festival Simenon. C'est le cadeau. C'est le cadeau Sud Radio. C'est pour 2 personnes dans un hôtel, effectivement, bord de mer. Dans un instant, c'est notre enquête et notre débat du jour. On vous le rappelle. Justement, on parlait depuis ce matin du fichage. Alors, tous fichés, est-ce que ça vous inquiète? On en parle dans un instant avec nos invités. 8h57, c'est le grand matin Sud Radio.